Bonsoir, merci de vous être rendu disponible pour ce deuxième live sur les réseaux sociaux. Nous innovons sur d'autres plateformes que le premier. C'est un report du mois de juin dernier. Évidemment, le contexte politique du mois de juin ne nous permettait pas de pouvoir procéder à ce moment. C'est le cas aujourd'hui. Je suis entouré de deux de mes adjointes que je vais laisser se laisser présenter et après je vous donnerai le cadre général. Bonsoir, je suis donc Isabelle Viard, je suis adjointe aux finances et au budget. Bonsoir, moi Jeanne Ferret, je suis adjointe à la vie citoyenne et à la communication. J'ai en charge les référents de quartier et notamment le budget participatif. Donc on va se donner 1 heure pour pouvoir répondre à vos questions. Certaines ou certains ont déjà posé des questions sur les réseaux sociaux. On va commencer par y répondre et puis n'hésitez pas à réagir et à poser vos questions en live. Ça sera la deuxième phase de ce moment et j'espère que ça permettra de pouvoir vous informer sur des sujets divers. Donc la première question qu'on nous a posée sur les réseaux sociaux, donc c'est Jean-Paul. Et la question c'est, serait-il possible de développer des activités pour les plus petits à Cesson-Sévigné? Nous sommes contraints d'aller à Rennes pour en trouver. Oui, alors Session Sévigné est soucieuse de répondre aux besoins donc, de toutes les tranches d'âge et nous travaillons chaque année pour élargir notre offre culturelle et éducative, notamment via le Pont des Arts, la Maison de l'Enfance et les crèches municipales. La première des choses que je vous encourage à faire, c'est de prendre contact avec les médiathécaires, car elles seront les plus à même de vous donner des informations sur le sujet. Vous pouvez également vous rendre sur le site de la médiathèque. Et en effet, la médiathèque accueille les tout-petits avec les assistantes maternelles et la maison de l'enfance. Elle propose aussi une animation lecture pour les tout-petits. Pousse, on lit. Donc la seconde question, qui est une question de Fabienne concernant le bus numéro 14 qui ne va au terminus de Cesson-Sévigné à la Monnier que sur des périodes d'horaire de pointe. C'est vrai que le 14 a un gros avantage, c'est qu'il va directement au deuxième arrêt de la ligne B en très peu de temps. C'est un vrai sujet qu'on travaille avec la métropole, ça demande quand même un travail préparatoire sur les montées-descentes, puisque ça rajouterait une trentaine de passages supplémentaires en semaine, une quarantaine le samedi et une dizaine le dimanche. Et les jours fériés, nous sommes en plein accord avec cette demande, ça fait 2 années de suite qu'on la pose à la métropole et à la Star. Nous continuons à travailler avec eux, parce que là c'est un vrai travail en commun. On l'a vu sur une autre ligne qui est la 34, qui a été améliorée puisqu'elle est aujourd'hui le samedi, alors qu'elle ne roulait pas le samedi. Et toute amélioration de la liaison nord-sud de la commune va dans le bon sens pour justement lier les nouveaux quartiers et l'utilisation du métro. Donc on prend bien la question, on l'avait et on y travaille avec la métropole. Je ne garantis pas qu'il y ait autant de nouveaux passages, mais ça va dans le sens justement de l'utilisation des transports en commun. La question suivante était Jean-Paul qui a beaucoup posé de questions en amont. Serait-il possible de rénover les galeries commerciales de Cesson-Sévigné et en particulier celle de Beausoleil? Alors, cher Jean-Paul, nous avons quelques éléments à vous donner de bonnes nouvelles à ce sujet. En premier lieu, sur l'extérieur, sur le parking du centre commercial Beau Soleil, parce qu'il y a eu une demande des commerçants en ce sens aussi. Et donc, alors, il faut savoir que c'est pas la ville qui gère ça, mais c'est la métropole. Ça fait partie des compétences qui ont été transférées à la métropole, donc sur tout ce qui est voirie, parking. Et donc, là, il y a des travaux qui vont être entrepris sur à la fois l'esplanade et aussi sur le parking du centre commercial Beau Soleil. Et donc, au programme de ces travaux, il est prévu d'embellir l'esplanade, de rénover les bancs et également les appuis vélos. Il est prévu également de végétaliser, de désimperméabiliser un peu les sols. Et puis, il y aura un réaménagement des places de parking du premier rang. Vous savez que c'est extrêmement réduit, toutes ces places de parking. Donc, tout ceci va être revu. Et Rennes Métropole nous annonce intervenir pour ces travaux à la fin du mois d'octobre. Ça va durer 3 semaines environ. Il y a quelques arbres, vous savez, qui sont plantés sur cet extérieur.
et qui vont être remplacés. Donc ne soyez pas étonnés puisque ils vont être plantés des arbres Fraxinus et Parousia avec un couvre-sol. En revanche, en ce qui concerne le centre commercial lui-même, donc à l'intérieur de la galerie, là, la mairie n'a pas la main puisque c'est vraiment, ça dépend très étroitement des commerçants de la galerie, des propriétaires des lieux. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que le G20 est en cours de rachat. Il va être racheté par l'enseigne Super U, donc pour faire un U Express. Et donc la municipalité va rencontrer prochainement le futur propriétaire pour discuter du réaménagement de l'intérieur. Voilà ce que je peux vous dire ce soir. Merci. La question suivante porte sur encore les bus de nuit qui s'arrêtent à Atalante, le N4, et qui ne va pas jusqu'au bout de la ligne. Alors c'est vrai que ça c'est un sujet qu'on n'a pas encore exploré du tout. C'est une première. Votre question, Erwan, est une première pour nous. C'est un sujet qu'on va aborder, hein, on va le mettre dans la liste des questions et de demandes à la métropole sur l'amélioration des dessertes de nuit, sachant que le quartier de Via Silva et d'Atalante, dans quelques années, sera un très gros quartier étudiant, puisque vous le savez sans doute, l'école normale supérieure et l'ENSAI, l'école des statistiques, arrivent dans le campus central Supélec et qu'il va falloir qu'on construise à peu près 1200 logements étudiants. Donc il y aura vraiment une attention particulière aux liaisons de nuit, mais on ne pensait pas que c'était une nécessité, en tout cas aussi rapide. Donc c'est une question qu'on prend, je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais c'est bien de nous la poser et on la met dans la liste de notre wish list à la métropole. Une question suivante. Qui porte sur la guinguette. Je crois que encore Jean-Paul qui a posé la question. Il y avait un article cette semaine dans Ouest France. Oui, un article cette semaine dans Ouest France. Donc Jean-Paul, vous êtes impatient et nous aussi. Le projet de la guinguette, c'est vrai que c'est une demande qui est ressortie du budget participatif. Mais considérant l'enveloppe du budget participatif, cela allait au-delà en fait pour un tel projet. Dans l'article de Ouest France, il est rappelé par Monsieur le maire l'histoire de la ville de Cesson-Sévigné, qui était un lieu de guinguette et de fête, où notamment les Rennais et autour de Cesson-Sévigné venaient se retrouver pour faire la fête. Donc l'idée effectivement de revivre cette guinguette au bord de la Vilaine, eh bien on est tous très impatients. Et j'en profite pour parler du budget participatif, puisque nous avons inauguré tout au long de l'année les premiers projets que vous pouvez retrouver dans le CIM ou sur le site de la ville, et évidemment pour les utiliser et les tester tout au cœur de la ville. Donc ça c'est la première édition, et puis la deuxième édition est en cours, donc les projets ont déjà été validés. Si vous avez encore des idées et si vous voulez aller sur la plateforme du budget participatif, la troisième édition sera lancée le 15 novembre jusqu'au 15 janvier, donc n'hésitez pas, discutez-en autour de vous, dans vos quartiers, pour proposer vos idées pour la troisième édition. La question suivante de Steve, c'est pourquoi pas de rugby à Cesson-Sévigné? Alors, même si je suis un passionné de rugby, puisque une partie de ma famille est du Sud-Ouest, c'est pas un sport qu'on pratique énormément, même s'il y a le REC et Vannes. Et puis, on a vraiment décidé à Cesson de s'appuyer sur les sports existants. Pourquoi? Parce qu'il faudrait recréer des terrains spécifiques pour le rugby. Il n'y a plus assez de place dans des conditions où le foot est un très gros club sportif. Il faudrait recréer des terrains. Et recréer des terrains extérieurs, pour le moment, n'est absolument pas envisageable, aussi bien en termes de finances que en termes de place pour pouvoir les positionner. Donc c'est un regret, mais on ne peut pas tout faire. Et puis c'est un partage aussi des différents sports majeurs, parce que le rugby est un sport majeur dans le territoire plus large de la métropole, et il a été plus ou moins décidé qu'on en restait avec les autres maires sur des sujets qui étaient
des sujets déjà ancrés dans la commune. Voilà, bon, et j'en suis désolé, mais c'est un sujet qu'on ne pourra pas porter, nous, à la ville de Cesson-Sévigné. Question vélo de Jean-Paul, encore qui nous parle de deux choses. Donc, serait-il possible de sécuriser le rond-point desservant la rue du Cormier, de la Garenne, de la Grande Motte, c'est le quartier de la Boulée en fait, et qui, qui va jusqu'au quartier Via Silva et en tout cas jusqu'à l'avenue de Bellefontaine. Donc il y a deux sujets, Jean-Paul, là il y a le sujet, je sors du quartier de la Boulée, je passe le rond-point de la Boulée qui est sécurisé déjà, c'est un rond-point à la hollandaise, je peux monter avec une piste qui est complètement en dehors, qui est à l'ouest du boulevard des Alliés, au milieu des arbres, jusqu'au rond-point, jusqu'à l'avenue de Bellefontaine, et là il y a un sujet, c'est-à-dire que la traversée du rond-point, pour l'instant, n'est pas aménagée, mais c'est un sujet qu'on travaille. C'est un sujet qu'on travaille avec l'aménagement global de la voirie et des travaux d'assainissement qui auront lieu sans doute en 2026 dans le quartier, de gros travaux d'assainissement donc qui vont percer des accotements, traverser des routes. Donc il est difficile de venir mettre des travaux aujourd'hui, de dépenser de l'argent pour ça, même si on comprend que c'est nécessaire, alors qu'il y a des travaux d'ici 1 an et demi à 2 ans qui vont justement toucher ce quartier-là, et en particulier l'avenue de Bellefontaine et la traversée de l'avenue de Bellefontaine. Donc on en profitera à ce moment-là pour pouvoir faire les travaux justement de sécurisation. La question suivante de François concerne les taxes et les impôts, donc je laisse Isabelle y répondre. Oui, alors il y avait plusieurs éléments dans la question de François qui notait en premier lieu une augmentation très, très importante de la taxe d'ordures ménagères qu'on appelle la TOM. Donc on va parler de TOM. Il mentionne que c'est plus 37% et c'est sans doute pas fini. Dossier très mal géré par Rennes Métropole. Et puis il signale aussi l'augmentation en plus de 12% de la part communale de la taxe foncière. Il nous fait savoir effectivement que les deux cumulés, c'est dur à avaler, sans compter tous les autres surcoûts à venir. Voilà, donc moi je vais répondre. Je trouve que c'est important qu'on puisse évidemment aborder ce sujet-là, surtout que c'est d'actualité parce que vous avez reçu, pour ceux qui sont propriétaires, vos avis de taxes foncières. Et donc je vais commencer par les augmentations des taux, enfin la part communale, donc l'impôt, la taxe foncière, l'augmentation qui a été décidée cette année. La première chose que je tiens à vous dire, c'est que ça a été vraiment la décision la plus difficile que la majorité a prise, me semble-t-il, jusque-là. Pas que de mon point de vue à moi d'adjointe aux finances, mais c'est vraiment la mort dans l'âme qu'on en est venu à augmenter le taux d'imposition. L'augmentation communale, en fait, ça n'a pas été 12%, c'est plus 8% cette année. Et on l'a vraiment augmenté au plancher, c'est-à-dire que c'est vraiment le strict minimum nécessaire à couvrir toutes les dépenses supplémentaires que la ville a depuis plusieurs années, et c'était en particulier d'autant plus le cas cette année. Le delta manquant, en fait, entre les 8 et 12%, c'est le fait qu'au niveau national, les parlementaires, quand ils votent la loi de finances, ils décident d'augmentation des bases au niveau national. Donc c'est vrai que ça peut venir en plus déjà faire augmenter les impôts en fait d'année en année. Pourquoi on a dû augmenter? Je vais quand même vous rapporter quelques éléments, bien qu'on ait beaucoup communiqué sur le sujet. Depuis 2020, depuis vraiment notre prise de mandat, on a eu que des mauvaises nouvelles pour simplifier le problème. On a vraiment eu une sorte de matraquage. Le matraquage, il n'est pas venu d'éléments internes à la commune, puisque au niveau de la commune, on a très peu recruté. On a maintenu les dépenses de fonctionnement à l'étal. On n'a pas du tout augmenté les dépenses de fonctionnement. On a contenu complètement. Et malgré tout, on a des dépenses qui ont explosé et des recettes qui ont baissé. Donc ça, c'est l'effet d'abord du Covid. Le Covid, fermeture d'équipements municipaux. 2020, on a perdu déjà 1,2 million d'euros juste pour cette première année.
Ensuite, suite à la crise sanitaire, il y a eu aussi, vous le savez, puisqu'on l'a tous vécu, nous, à titre privé aussi, c'est l'inflation. L'inflation, et comme la ville a beaucoup d'équipements publics, et notamment une piscine, l'inflation et l'explosion des tarifs d'énergie, pour nous, ça a représenté plus d'1 million d'euros en plus par an de dépenses. Donc c'est pour vous laisser, vous donner un petit peu une idée des chiffres, des ordres de chiffres dont on parle ici. Et il y a eu en plus des mesures décidées au niveau national de revalorisation de la fonction publique. Donc pour nous, c'est très impactant. Alors c'est très bien c'est une logique de progrès pour les agents, c'est très important, notamment sur le plan salarial pour eux. Mais pour nous, pour la ville de Cesson, c'est hyper impactant. Pourquoi? Eh bien parce que nous, nous avons beaucoup de services à la population. On a beaucoup d'équipements communaux, on a beaucoup de services à la population aussi. C'est une tradition de la ville et c'est une tradition à laquelle on tient. On ne veut pas remettre en question ces services à la population. Pour faire tourner ces services, il y a beaucoup d'agents nécessairement. Donc quand on a des augmentations de salaire de quelques points d'indice de la fonction publique, il y a un effet démultiplicateur pour la commune et donc c'est vraiment ça qui a été très impactant. Pour vous donner un ordre d'idée de chiffrage, ça a représenté, là depuis 2022, c'est 500 000 euros en plus par an qu'il faut intégrer dans le budget. Et à un moment donné, vous comprenez que ça devient très très compliqué. Et en plus, on a subi le ralentissement du marché immobilier. Ça aussi, typiquement, c'est des choses qui ont un impact sur les finances de la ville. Parce que la ville, quand il y a des ventes immobilières, on perçoit un petit bout de ce que vous versez au notaire. Ce qui est versé au notaire, ça s'appelle les droits de mutation à titre onéreux. Et c'est des recettes qui ont énormément baissé, qui se sont vraiment contractées aussi ces dernières années, dans des proportions qui n'étaient pas nécessairement prévisibles au départ. Je ne veux pas vous embrouiller à part tous ces chiffres, mais c'est pour surtout vous faire passer le message que moi, je ne prendrais pas ça de manière négative. Je trouve qu'on a tenu quand même 3 ans dans ce contexte-là et qu'on a réussi à maintenir à l'équilibre le budget. Mais comme on a beaucoup d'investissements à faire sous ce mandat, on a des équipements vieillissants. Là, on est en train de s'occuper, de se soucier des écoles, de la rénovation de l'école Beau Soleil. On a des investissements qui ne sont pas du luxe, qui sont très importants pour nos équipements communaux et le service à la population. Donc on ne pouvait pas se permettre de réduire trop, de réduire notre budget, enfin de prendre un risque sur le budget. Malgré tout, ce qu'on tenait à vous dire, enfin ce que la majorité, pour la majorité municipale, c'est vraiment le dernier recours, c'était une mesure de dernier recours. Si on avait pu s'en passer, évidemment, on aurait fait autrement. Ça n'a pas été le cas, malheureusement. Mais jusqu'à la fin du mandat, on veillera à maintenir à l'état ces taux d'imposition sur le plan communal. Donc, nous n'avons pas la gâchette fiscale facile, comme vous avez pu le comprendre, ce qui n'est pas le cas d'autres. Et ceci m'amène au deuxième sujet, qui est celui de la TOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et nous sommes d'accord avec vous, François, nous partageons parfaitement votre analyse sur le fait que cette augmentation, les augmentations successives sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, malheur du calendrier, ça s'est percuté cette année avec l'augmentation des impôts de la ville, mais de manière générale, les augmentations successives, c'est extrêmement contestable. C'est anormal et c'est contestable et c'est vraiment un sujet sur lequel vos élus, qui vous représentent aussi pour certains au conseil métropolitain, montent au créneau actuellement, sont montés au créneau et vont continuer de le faire. Voilà sur ces 2 sujets d'impôts. Et pour rajouter aussi sur l'augmentation de la part de la ville, de 12% donc, ça nous a permis de maintenir l'intégralité des services à la population sans en réduire les quantités ni les capacités. Donc c'était vraiment dans ce cadre-là aussi, pouvoir porter des investissements dans l'avenir et pouvoir conserver l'ensemble des services municipaux dans la volumétrie tels qu'ils sont aujourd'hui. C'était vraiment les 2 piliers. Oui. Et pour revenir à la TOM, vous avez peut-être vu des interventions de ma part dans Ouest France ou d'autres médias. Je suis extrêmement fâché. Je vais vous donner un exemple très simple. Qui est le mien, comme ça au moins je ne peux pas tromper par rapport
au niveau des montants, 2019, dernière année du mandat précédent, nous payons, mon épouse et moi, 120 € de TOM par an. 120 €. 4 années fiscales plus tard, 2024, nous en payons 360. Donc ça a été x3 en 4 exercices fiscaux. Donc si la ville avait fait x3 ses impôts fonciers, je pense que vous auriez des raisons de râler, réellement. En plus, nous prenons une diminution du service à partir de février prochain, puisque nous aurons un ramassage en moins, 2 ramassages en moins par mois des ordures ménagères, puisque ça en passe d'une fois par semaine à une fois tous les 15 jours. Donc il va falloir qu'on m'explique comment, en augmentant en x3 en 4 exercices fiscaux, on réduit le service. Voilà, c'est un vrai sujet. Et la majorité municipale ici n'a pas voté ces augmentations. Chacun se rendra responsable de ses choix. Voilà. Donc la question suivante, on va peut-être la prendre en live à ce moment-là. Il y avait une question sur le logement social. Il y a une dame, Martine, qui posait une question sur le logement social. Il y a un vrai sujet depuis quelques années sur le logement. Pour vous donner un volume un peu à Cesson-Sévigné, nous sommes à 23,12% de logements sociaux, loi SRU. Donc nous sommes au-dessus de ce que la ville a le devoir de faire en termes de légalité, c'est-à-dire que c'est 20%. Donc nous avons fait un choix d'aller jusqu'à 23%. Donc nous prenons notre part dans la création et la gestion des logements sociaux. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a une telle demande, il y a 20 000 personnes qui attendent un logement social, 20 000 dans la métropole. Donc la ville de Cesson à elle seule ne peut pas répondre à l'intégralité des demandes, c'est comme ça. Et j'en suis désolé si vous attendez depuis 3 ans un logement social, c'est à peu près le délai, et c'est malheureux de le dire, ça fait mal au cœur, c'est à peu près le délai qu'il faut pour obtenir aujourd'hui un logement chez les bailleurs sociaux. Donc, n'hésitez pas à revenir nous voir, on regardera le dossier, mais il y a une vraie attente et un vrai sujet. C'est pour ça que nous continuons à construire la ville telle que on l'a fait à Via Silva par exemple, mais on ne pourra pas répondre à toutes les demandes à Cesson-Sévigné, donc il faut vraiment qu'on se partage la capacité à fabriquer la ville sur l'ensemble des 43 communes de la métropole. Voilà, est-ce qu'il y a une autre question en live pour le moment? J'avais une question sur des caméras de vidéo protection à Via Silva qui est arrivée. Oui, il y a des caméras, puisque alors si je prends le sujet caméra et sécurité, si vous passez sur le mail de Bourg-Chevreuil, vous voyez les travaux de l'hôtel des polices, et nous développons aussi une nouvelle capacité à déployer des caméras. Donc nous déploierons 29 nouvelles caméras d'ici l'été prochain. Il y en a déjà sur la place de Via Silva, autour du métro. Je ne parle pas des caméras du métro, je parle vraiment des caméras qu'on a positionnées, nous, la ville. Et il y en a d'autres à Via Silva qui sont prévues, dont des caméras portables, nomades. Nous avons demandé l'autorisation à la préfecture pour pouvoir les positionner dans des lieux qui nous semblent les plus pertinents, et de pouvoir les faire bouger de façon régulière pour que les gens ne s'habituent pas forcément à la présence d'une caméra à un endroit fixe. Donc c'est en cours, et ça permettra, pas tout, mais ça permettra quand même de valider, de vérifier quelques dépôts sauvages de déchets et autres. Mais ça c'est validé, c'est la ville qui va porter le sujet, c'est pas l'aménageur qui est la SP La Via Silva Territoire, c'est la ville qui va porter le sujet, parce que je pense qu'on va aller plus vite dans le déploiement, et que c'est un vrai sujet de sécurité qu'on a pris avec les habitants là-bas, puisque c'était une demande aussi des habitants, donc on a validé la demande, et on y va, donc il faudra un tout petit peu de temps pour le déploiement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y a une question sur le croisement encore à Via Silva entre la rue Robert de Moucon et l'avenue des Champs-Blancs. Alors pour ceux qui ne verraient pas où c'est à l'angle, quand on passe
le boulevard qu'on vient de la Croix-Connue, qu'on passe le boulevard Saint-Roch et qu'on arrive tout de suite après le feu, vous avez une école qui est à droite et c'est la rue qui est juste après et qui fait ce croisement entre les Champs-Blancs, l'avenue des Champs-Blancs et le quartier de pavillonnaires et d'habitat collectif à côté. Oui, c'est un sujet qui n'a pas été bien traité. Il faut le dire quand les choses sont bien faites, mais il faut aussi le dire quand elles sont moins bien faites. C'est un vrai sujet, il y a des comptages actuellement, il y a toute une étude circulation en cours, et c'est un vrai sujet qu'on va reprendre avec la SPLA Via Silva, un vrai sujet qui ne peut pas fonctionner dans le temps, on s'en est rendu compte, et qui fonctionnera encore moins quand les derniers appartements qui sont en cours de construction seront livrés. Donc c'est une urgence, c'est dessus, on va mobiliser des fonds aussi pour voir comment on peut traiter ce carrefour ou par une modification lourde du carrefour ou par des feux. Enfin, on va voir, le sujet est à travailler aussi avec les habitants. Mais en attendant, on va positionner tel que les habitants l'ont demandé, un miroir en face pour qu'on puisse vraiment voir ce qui arrive de chaque côté. Donc ça, c'est en cours et c'est un tout petite demande de travaux qui va être vite mise en place. Voilà, je n'ai moi plus de questions en cours. Je ne sais pas s'il y en a en direct. Alors bonsoir, certains trottoirs sont impraticables suite aux buissons des propriétaires ou locataires qui ne font pas le nécessaire. Alors, on a une procédure sur le sujet. Quand on est saisi par les voisins ou les passants, on envoie un courrier au propriétaire qui ne taille pas sa haie et qui empêche le passage. Il ne faut pas hésiter à nous le dire. À ce moment-là, on lui demande, on lui laisse un délai pour pouvoir le faire. S'il ne le fait pas, c'est la ville qui mandate une entreprise qui vient tailler et la ville, après, se fait payer par les impôts. On fait un titre de paiement et on envoie au propriétaire. Donc ça met à peu près un mois entre le moment où on envoie la première lettre et si on n'a pas de réponse, le passage. Mais c'est une procédure qui est en place. On ne voit pas tout ce qui se passe, évidemment, mais si vous avez des sujets, n'hésitez pas à nous les donner. On fera passer la police municipale qui fera un constat et on traitera le sujet. Je ne vois pas d'autres questions. Il y a une question sur la guinguette. Alors Martine qui pose des questions sur l'éclairage de la ville. N'avez-vous jamais pensé à des détecteurs pour éviter que les stationniers craignent pour leur sécurité la nuit? C'est aussi un sujet d'économie que la métropole a géré, puisque l'éclairage public maintenant c'est la métropole. D'extinction, quand il y a eu cette crise de l'énergie avec des coûts qui ont augmenté de façon très forte, l'ensemble des villes de la métropole ont décidé d'éteindre un peu plus vite la nuit l'éclairage public. Ça représentait 15 millions d'euros à peu près d'économie. C'est énorme hein, quand on parle d'argent public. C'est un sujet qu'on traite. Il faut savoir qu'à Cesson, on a l'équipe de 2008 à 2014 avait passé ce qu'on appelle un PPP, un partenariat public-privé pour l'éclairage public à Cesson-Sévigné, qui contraint complètement, alors aujourd'hui la métropole, mais la ville avant, dans un contrat sur 14 ans. Je crois le contrat était sur 14 ans, oui, puisqu'il se termine cette année. Et pendant 14 ans, nous étions complètement liés à un contrat qui nous empêchait de changer les termes de celui-ci. C'est jamais une bonne idée. Bon, ça a été fait, il fallait qu'on respecte le contrat. Maintenant, on travaille avec la métropole sur, non pas sur un retour de l'éclairage, ça sera pas possible, mais par contre, des sujets de traitement de quartiers différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système fait qu'on ne peut pas changer les horaires d'un quartier à l'autre. C'est très compliqué et les bases sont très larges. Donc ce qu'on travaille aujourd'hui, c'est de travailler là où le bus passe, et uniquement là où le bus passe, de pouvoir rester allumé à des horaires plus longs, et donc de faire que tant que le bus passe dans la commune, l'éclairage des rues dans lesquelles le bus passe reste allumé jusqu'au bout. Ça, c'est un travail qu'on est en train de mener. Donc, et donc c'est vraiment un sujet, mais qui prendra du temps, hein, de toute façon.
Euh, un sujet sur la guinguette. Combien avez-vous de... La commune a-t-elle participé financièrement pour accompagner le projet? Si oui, à quelle hauteur? Non, la ville n'a pas accompagné le projet financièrement. C'était justement l'appel à la manifestation d'intérêt qui a été lancé. C'était vous, voilà les contraintes qu'on pose, voilà les éléments, et vous vous débrouillez sur financièrement les choses. Donc la ville n'a pas mis d'argent sur l'aide à la guinguette. Ce n'aurait pas été légal de toute façon, ou alors il aurait fallu. Et inversement, les gens qui vont louer le terrain vont nous payer un loyer, donc ça va faire un revenu pour la ville, et ils vont payer une partie, un petit montant du chiffre d'affaires qui va revenir aussi à la ville. Donc non, il n'y a pas eu d'aide autour de cette guinguette du tout. Il y a une question sur les horaires de la médiathèque, avec une fermeture le lundi. On va vous envoyer les éléments. Je les ai pas comme ça de tête. Donc je ne peux pas répondre à la question directement. Par contre, on va vous répondre avant la fin du live pour que vous ayez cette réponse. On a une question de Martine sur le quartier Via Silva. Quand le quartier Via Silva sera-t-il rétrocédé à la ville de Cesson-Sévigné? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, Martine. Le quartier de Via Silva fait partie de la commune. Par contre, c'est vrai que les travaux et les aménagements ne sont pas encore rétrocédés à la commune. C'est l'aménageur. Et la rétrocession à la commune se fait par morceaux. Et on n'y est pas tout de suite, puisque les travaux sont toujours pas terminés. Il y a des garanties à faire valoir. Donc ça prendra plusieurs années pour ce que la partie en travaux aujourd'hui soit rétrocédée. La place du métro, elle, le sera en 2026, je crois. Donc vous voyez, c'est la première phase de rétrocession. Puis après, on va avancer dans les quartiers. Mais je ne peux pas vous dire exactement en date quelle année ça sera le cas, mais peut-être pas avant 2027 ou 2028. Assurément. Moi, j'ai une autre question alors, je n'ai pas le nom de la personne qui a posé la question. Avez-vous un retour de Rennes Métropole concernant les problèmes de circulation et de sécurité sur la portion trambus rue de la Croix-Connue et cours de la Vilaine? Oui, sur la Croix-Connue, je vais commencer par l'autre partie. On a obtenu une modification. On va faire des travaux rue de la Croix-Connue, du bas en haut, avec la limite de la jonction entre le cours de la Vilaine et la Croix-Connue. Vous avez, quand vous êtes dos à la Vilaine, une maison qui fait l'angle, qui est protégée par ce qu'on appelle un patrimoine bâti d'intérêt local. Donc on ne peut pas toucher la maison. Par contre, nous avons acheté, la ville et la métropole, on a acheté la menuiserie qui était en face pour pouvoir largement ouvrir le virage pour que le bus puisse passer. Donc ça, c'est fait. Les travaux du trambus ne commenceront pas tout de suite. Les travaux du trambus ne commenceront pas avant le deuxième semestre 2026 à Cesson, au mieux. Donc on a encore du temps pour travailler autour de cette rue de la Croix-Connue qui va être restructurée du nord, de haut en bas, pour pouvoir accueillir, au moins sur la partie haute, une voie vélo bidirectionnelle. Mais ça, pour le moment, on n'a pas encore tous les éléments et on viendra évidemment travailler le sujet avec les habitants avant de lancer quoi que ce soit. Et sur le cours de la Vilaine, on n'a pas encore toutes les réponses, dont une partie pourrait être la mise en circulation en voie en sens unique, pour une entrée ou une sortie par là, plutôt une entrée. Mais par contre, il faut qu'on travaille la sortie si c'était le cas. Donc, j'ai pas encore toute la réponse, mais avant la fin de l'année, on reviendra vers vous. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? On y a répondu tout à l'heure sur les détecteurs. Ouais, ça c'est fait déjà. Ça c'est fait. D'autres choses, des détecteurs. Les détecteurs, on en a parlé. Louise qui pose une question sur la sur la route des parcs Quercy. Oui, elle est toujours prévue qu'elle soit fermée. Je crois que les travaux sont en novembre.
de tête, donc ça va pas tarder. Donc il est important qu'on puisse vous exposer les éléments, simplement pour les habitants du quartier Via Silva et les autres s'ils le souhaitent. Vous aurez des réunions mensuelles sur l'ensemble des travaux pour que vous soyez pleinement avertis de ce qui se passe dans votre quartier. Les 8, 7, le 8 octobre, le 7 novembre et le 5 décembre, toujours à la même heure, de 18 à 19, à la cabane. Donc ça permet justement que vous ayez les éléments. Et je crois de tête que c'est au mois de novembre qu'on ferme la route des parcs Quercy, justement pour mettre en sécurité. Sur l'effacement des réseaux électriques et téléphoniques sur la route de la Valette, vous me permettrez, Karine, si on a votre adresse, de vous répondre ultérieurement parce que je n'ai pas les éléments là et je voudrais pas vous dire de bêtises. Donc je vais aller voir dans la prospective financière voirie avec la métropole, ce qu'elle donne à la ville en fait en termes d'effacement de réseau et je vous répondrai parce que là j'avoue que je n'ai pas ça en tête directement, donc on va vous répondre. Sur la question, j'ai une question comme... et donc merci, Karine, de nous envoyer votre adresse mail en message privé via les réseaux sociaux ou sur la messagerie de la ville, voilà, pour qu'on puisse répondre à votre question. Vous parlez j'ai une question sur comment absorber la demande accrue de garde d'enfants en bas âge dans un contexte de forte tension sur les crèches et le nombre insuffisant d'assistantes maternelles. Alors, et ça ne répondra pas à votre question et ça ne résout pas tous les problèmes, mais on a une couverture, un nombre d'enfants gardés à Cesson qui est plus fort en moyenne que dans les autres villes d'Ille-et-Vilaine. Il n'empêche que ça, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Alors, on a on demande aujourd'hui, et en particulier dans les nouveaux programmes, de mettre une crèche de façon systématique. Je vous donne un exemple au Haut-de-Sévigné. Dans le prochain immeuble qui est en train d'être construit, il y a une maison d'assistante maternelle, une MAM, qui est intégrée dans le projet. Dans le prochain programme à Via Silva, il y a une crèche qui est intégrée aussi. Donc on y répond en imposant en fait aux promoteurs de travailler avec les sociétés qui sont spécialisées dans la garde d'enfants. Nous-mêmes, nous avons des problèmes, hein, évidemment, pour trouver des agents qui sont formés à la garde d'enfants. C'est un vrai sujet, qui n'est pas que Cessonnet, qui est vraiment plus large. Mais la solution qu'on a trouvée, c'est de faire ouvrir plus de places de crèche ou d'assistantes maternelles ou de MAM. Parce qu'aujourd'hui, les assistantes maternelles, elles ont un sujet, c'est qu'elles ne souhaitent plus travailler toutes seules pour la plupart. Donc il faut qu'on ouvre des créneaux, ou dans nos équipements, ou dans nos parcs, ou de créer des maisons d'assistantes maternelles telles que celle qui a été créée il n'y a pas longtemps à Via Silva. Donc ça, c'est une première réponse, et c'est une réponse qui vraiment ne vous rendra pas service dans un premier temps, mais au moins qui fera qu'on aura encore un taux de garde d'enfants important dans notre commune. On y travaille. Et je rajouterais de se rapprocher du relais petite enfance. Oui. Tu as raison, ouais. Voilà. Du relais petite enfance, ouais, tout à fait. Pour connaître donc tout ce qui est accueil occasionnel, accueil d'urgence, et tout ce qui est toutes les structures en fait qui sont proposées, les multi-accueils, les micro-crèches. Donc n'hésitez pas. Le relais petite enfance et leurs bureaux sont au sein de la mairie principale, à côté du CCAS. J'ai une question sur l'avenir de la résidence d'automne. Vous le savez, on s'en est pas caché. On a l'ambition de regrouper la résidence d'automne et l'EHPAD. On a juste un sujet. Le sujet, c'est que financièrement, les EHPAD et les résidences d'automne publiques sont toutes aujourd'hui en déficit. Vous l'avez peut-être vu dans la presse, un collectif d'élus bretons en particulier, 4 départements bretons, s'est monté pour pouvoir justement assigner l'État, l'ARS en particulier, mais pas que, aussi sensibiliser les conseils départementaux sur l'aide qu'ils apportent aux structures pour nos anciens,
aujourd'hui, l'EHPAD de la ville perd 90 000 euros par an. Voilà. Et on est un de ceux qui perd le moins. Si je prends celui de Bru, il perd entre 500 000 et 600 000 euros par an. Donc ce n'est plus tenable. On tient aussi à faire que les prix dans nos résidences soient les plus contraints possibles pour que les gens puissent accéder à des lieux, non pas comme dans le privé à 3 000 à 4 000 euros par mois, plutôt 4 000 d'ailleurs, mais nous aujourd'hui le prix d'un séjour à l'EHPAD à Cesson-Sévigné, c'est 2 150 euros par mois. Donc on est vraiment des prix très faibles. On tient à garder les prix les plus faibles possibles, mais tant qu'on n'a pas traité la question du grand âge et des résultats des établissements médico-sociaux, on ne peut pas lancer la rénovation complète telle qu'on l'a souhaité. Donc c'est un sujet, la ville participe à ce groupement, et nous allons sans doute, comme d'autres ont commencé à le faire, assigner l'État pour venir nous aider. Et je peux vous assurer qu'on a fait toutes les économies possibles et imaginables dans ces établissements avec une seule consigne: ne pas remettre la qualité de vie de nos résidents en cause. C'était le seul sujet. Eh bien, très clairement, aujourd'hui, on n'y arrive plus parce que ou on ne loue pas assez cher, ou on n'a pas d'aide suffisante pour pouvoir nous accompagner. Donc, c'est un vrai sujet, c'est un sujet qu'on traite avec Madame Gobail, mais pas que, avec la majorité, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur et qu'on a envie de conserver des lieux d'accueil pour nos aînés les plus qualitatifs possibles, mais aussi à des coûts les plus maîtrisés possibles. Voilà. Une partie, alors j'ai une question de Thomas. Une partie du centre va passer en zone piétonne. Pour quelle date est-ce prévu? Envisagez-vous de passer en zone piétonne le cours de la Vilaine entre l'ancien menuiserie et la place de l'église? Alors c'est un test actuellement, Thomas. On ferme la place de l'église, en partie en tout cas, à la circulation de véhicules, le samedi matin pendant le marché. Donc c'est un test. On a vu les commerçants du centre-ville qui sont assez favorables à ce test, et on fera un point en début d'année prochaine pour pouvoir justement savoir si on pérennise cette piétonisation, en tout cas cette faible utilisation du centre-ville, mais pas simplement, aussi la rue de la mairie, donc la rue qui longe le marché et qui fait la séparation avec le pont des Arts. Celle-là aussi, elle est fermée. On verra le résultat de cette opération en janvier et on fera un bilan avec les commerçants, mais voilà, je ne donne pas plus de point de vue. C'est une expérimentation. J'ai une autre question. Est-il prévu une rénovation du stade Roger Béliard, notamment de la piste synthétique? Est-ce trop coûteux? Question de Cyril. Rénover la piste du stade Roger Béliard, c'est 800 000 euros à peu près. C'est à peu près ce prix-là. C'est un investissement extrêmement fort. Je dirais qu'elle est dans le plan pluriannuel d'investissement. Ça a été positionné, mais qu'on a préféré positionner la construction de la cuisine centrale, la reconstruction de la cuisine centrale et les rénovations d'écoles avant la rénovation de la piste. Voilà, il faut faire des arbitrages. Et bon, on a arbitré en faveur des écoles. Oui. Oui, je rappelle, les écoles, c'est vrai que c'est vraiment financièrement très impactant parce que c'est plus de 20 millions d'euros pour les 3 projets: cuisine centrale, rénovation de l'école Beau Soleil et puis construction du groupe scolaire Via Silva. Donc pour l'instant, c'est vraiment ça la priorité de la ville. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on oublie la piste d'athlétisme. On sait qu'il faudra faire ces travaux, mais pour l'instant, c'est pas dans les tout les tout prochains mois. Ça va être par la suite. Dans quelques années. Ouais. Voilà. J'ai une question sur la rue des Esch. J'avoue que je ne sais pas y répondre non plus. Donc c'est une bonne question. Fab, si vous pouvez nous envoyer aussi votre mail ou un contact sur lequel on pourrait vous répondre, parce que là je n'ai pas la réponse.
Est-ce qu'il y a une autre question Est-ce qu'il y a une autre question C'est la cuisine centrale. Alors, Julie, oui, Julie, à quoi vont servir les travaux qui ont débuté devant l'école de Bourg-Chevreuil? C'est donc la cuisine centrale dont on vient de parler. Si on parle bien des travaux, Julie, qui sont à côté de la crèche et à l'arrière de l'école de Bourg-Chevreuil, c'est la nouvelle cuisine centrale, mais ce n'est pas qu'une cuisine centrale. C'est aussi la restauration pour l'ensemble de l'école de Bourg-Chevreuil. Parce qu'aujourd'hui, notre cuisine centrale est dans un état qui permet de tenir jusqu'à l'arrivée de la nouvelle, mais c'est surtout que les locaux de restauration sont trop petits pour l'école et qu'on est obligé de procéder à 4 services pour les enfants. C'est un de trop, puisque les derniers qui mangent ont très peu de temps entre la fin de leur repas et la reprise des cours. Donc cette nouvelle zone de restauration qui sera au-dessus de la cuisine centrale va permettre de libérer, d'arrêter ce 4e service et de revenir, même dans le temps, avec une augmentation des élèves, à 3 services maximum et donc une meilleure condition pour que les enfants puissent manger le plus sereinement et le plus tranquillement possible le midi et donc d'avoir un temps après le repas pour pouvoir être dans la cour ou faire des activités avant de reprendre l'école. Donc il y a des bâches qui sont prévues autour du chantier pour vous expliquer l'avancée de ce chantier et vous expliquer exactement ce qui va se passer. C'est un peu novateur de notre côté, donc ces bâches vont évoluer. Et c'est ce sujet-là qui a été traité d'ailleurs en réunion publique plusieurs fois avec les riverains et avec le centre commercial de Bourg-Chevreuil. Moi, j'avais fait une réunion au centre commercial avec les commerçants pour leur expliquer ce qui se passait, ce qui allait se passer. Donc il était important pour nous et pour ceux qui vont y manger que ça soit rénové parce que les conditions étaient très très bonnes. Alors j'ai une nouvelle question de François sur le livre du jumelage. Alors c'est très très précis. Là je vais pouvoir y répondre. En fait, vous savez peut-être que Cesson est jumelé avec Waltrop, qui est une ville à côté de Dortmund. On a fait un livre pour les 40 ans du jumelage, et ce livre, il a été offert par la ville de Cesson au maire de Waltrop, à Marcel, et on a pris plein de photos des 40 ans, de ces 40 années d'échanges, et ce livre va bientôt être disponible, donc François, ça arrive. Il y a l'Assemblée Générale de l'Association pour Waltrop dans quelques jours, et on donnera les éléments à ce moment-là. Donc si vous voulez avoir les éléments, François, il faut venir à l'AG. Alors, question de Popeye sur l'hôtel Formule 1 qui est à côté de Jardiland. C'est un sujet qu'on traite aujourd'hui avec la préfecture et je vous donnerai des éléments. En tout début d'année. C'est un sujet sensible sur lequel je préfère ne pas m'étendre aujourd'hui, mais c'est un sujet qu'on traite avec la préfecture. Voilà. Alors, question de Thalie. À la place de la trésorerie, un poste de police, il me semble, est en cours de construction. Y aura-t-il des embauches? Y aura-t-il des embauches ou le budget pour avoir du personnel de police municipale, gendarme ou autre? Alors, l'hôtel des polices est destiné à 2 polices, la police municipale et la police nationale. La police nationale, ça ne vous a pas échappé qu'on a changé de ministre il n'y a pas longtemps. Ce ministre, l'ancien ministre avec qui on a construit le projet et ses services donc, de l'hôtel des polices, il faut savoir que la grande majorité, les 2/3 des travaux de l'hôtel de police ont été payés par l'État, par le ministère de l'Intérieur, directement. Le reste, c'est nous qui payons puisqu'on y met nos policiers municipaux. Donc il y en a 9 policiers municipaux et aujourd'hui nous avons 3 policiers nationaux dans le poste de police qui est en dessous de mon bureau, ainsi qu'une secrétaire qui appartient au ministère de l'Intérieur. Donc tous ces effectifs vont migrer dans l'hôtel des polices à partir de janvier, on va dire, pour simplifier. Le ministre précédent nous avait donné l'assurance d'avoir des effectifs complémentaires de policiers nationaux.
Donc là, c'est l'État qui paye la police nationale, c'est pas la ville. Donc c'est ce qu'on va aller voir avec le nouveau ministre de l'Intérieur, si d'un ministre à l'autre, on peut avoir les mêmes engagements. C'est important pour la ville, c'est important aussi, même plus largement que la ville, parce que ça nous sécurisera en fait une grande part des problématiques que l'on peut avoir aujourd'hui. Alors, est-ce que demain, on augmentera les effectifs de police municipale? Parce que ça, c'est à la charge de la ville. C'est un sujet qu'on n'a pas encore complètement débattu en bureau municipal avec la majorité, mais c'est un sujet qui, moi, me paraît intéressant de débattre pour voir dans l'avenir si on ne peut pas augmenter, avec l'augmentation de la population et la ville qui grandit, nos effectifs aussi à nous. Donc on va voir ça, mais c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé en majorité. Donc avant de vous le dire, je préfère travailler avec mes équipes et mes élus pour qu'on puisse traiter les choses. Voilà, mais normalement, nous aurons une augmentation des forces de l'ordre à partir de janvier ou février prochain. Alors, va-t-il y avoir, c'est Sandra qui pose la question, va-t-il y avoir une maison de quartier pour les nouvelles habitations d'Atalante, ou est-ce possible d'être raccordé à la cabane à Via Silva? Alors je pense que c'est, quand vous parlez de nouveaux quartiers à Atalante, je pense que vous parlez de Redwood, qui est le projet qui est à côté d'Orange. C'est une bonne question, Sandra. On va regarder parce que c'est vrai que si vous êtes dans la ZAC, donc vous devriez pouvoir accéder à cette cabane. Donc on va regarder techniquement comment on peut faire parce que ça serait une bonne chose que vous puissiez y accéder. Vous êtes dans la ZAC et donc étant dans la ZAC, vous devriez pouvoir être associé aux éléments complémentaires de celle-ci, c'est-à-dire en particulier la cabane. Donc je reviens vers vous, Sandra, pour vous répondre. Si vous pouvez aussi envoyer vos coordonnées, ça serait gentil. Et puis vous dire que c'est légitime, votre question est légitime et qu'on va regarder comment on peut faire. Oui, et puis je rajouterais en fait au-delà d'être attaché à la cabane Via Silva, en fait vous avez aussi des référents de quartier qui ont été mis en place donc dans chaque quartier de la commune. Donc ce sont des habitants qui se sont proposés pour être référents des quartiers, donc ils sont soit en binôme, soit en trinôme. Et vous avez en fait leurs coordonnées sur le site de la ville. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Et c'est vrai qu'ils ont un rôle de lien de proximité. Il nous faut remonter voilà, ce qui se passe dans les quartiers, ce qui est bien, ce qui est moins agréable. Et aussitôt, on va être en lien avec les services et faire un suivi pour que la ville puisse agir au plus près dans vos quartiers. Donc n'hésitez pas à les solliciter également. Et nous organiserons des cafés citoyens, j'en profite, on attend les beaux jours pour continuer en fait notre action café citoyen. Et en particulier, on sera sur Via Silva à la fin du premier trimestre 2025. Voilà. Mais Sandra, si vous êtes intéressée par les référents de quartier, n'hésitez pas à nous contacter parce que je crois que nous n'en avons pas là-bas. Donc ça serait une bonne chose, ou alors si vous pouvez faire notre publicité et qu'on puisse recruter quelqu'un, puisque c'est vrai que vous êtes un quartier un petit peu plus éloigné. Si c'est bien là qu'on pense, ce quartier qui est fabriqué par un promoteur et un constructeur qui s'appelle Legendre. Et c'est vrai que ce serait bien qu'on ait un relais là-bas, en tout cas, pour pouvoir discuter de ce nouveau quartier, de ce nouveau lieu de ville. J'ai une question sur la rénovation des toilettes sur la place du marché. Eh bien, je n'ai pas la réponse. Si vous pouvez envoyer vos coordonnées de la même façon, parce que je ne sais pas si c'est au budget ou pas, mais on va regarder. Voilà, je ne peux pas vous répondre plus que ça. Et envoyez vos coordonnées, on va répondre. Et si c'est nécessaire, on fera des travaux. Donc il n'y a plus de questions posées. Donc on est presque à l'heure de toute façon qu'on s'était donné ensemble. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous libérer. Je vous remercie.
Hein? Le WhatsApp de la ville. Le WhatsApp de la ville. Vas-y. Non. Le Voilà, j'en WhatsApp de la ville. profite, n'hésitez pas vous allez retrouver soit sur le magazine municipal, soit sur le site de la ville, vous avez un lien pour rejoindre le groupe WhatsApp qui permet d'avoir en fait les informations de dernier moment, le week-end, sur les événements, sur les animations, pour se retrouver. Et c'est vrai que parfois, voilà, au dernier moment, on peut savoir ce qui se passe sur la ville pour nous rejoindre et se rencontrer. Voilà. Et une dernière chose, au-delà des permanences des élus du samedi matin, Aussi. moi je peux recevoir sur rendez-vous le mercredi matin sur des sujets divers et variés. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous auprès du cabinet de la ville, cabinet du maire. Voilà, donc je vous souhaite on vous souhaite pardon, une très belle soirée. Et puis nous reprendrons un live de ce même format dans quelques mois, mais on reviendra vers vous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée.